Allez, c'est parti. On allume. Le risque pour nous, c'est de se prendre une balle, quoi. Souvent, les voitures de truands, ils viennent les mettre là, ils les brûlent là, ils font des casses avec. Tiens bon, tiens bon. Allez, ouvre les yeux, garçon. Bon les gars, ils respirent, PLS. Aujourd'hui, les gens font de moins en moins attention. On ne vient pas sur un sentier comme celui-ci en tongue. Et là, c'est vrai, et là, je suis à la précédente. Jo, Jo, ici. Vous sentez quand je vous touche là? Non, des jambes, non, tirez à vous sommes plus rien. On va vous soigner. On m'a tiré dessus, monsieur, on m'a tiré dessus. Là, je suis dans un choc dans ma tête. C'est un coin de paradis, mais il y a un coin d'ombre. Allez. Bonsoir à tous et bienvenue dans Appel d'urgence. Dans les Bouches-du-Rhône, ces derniers mois, une caserne d'habitude relativement tranquille s'est subitement retrouvée en première ligne. Celle d'Ansuès-la-Redonne, près de Marseille. La principale mission des 100 pompiers de la caserne, protéger les nombreux touristes qui s'aventurent dans les calanques. Un petit coin de paradis, mais qui peut parfois se révéler dangereux. Comme pour ce randonneur, perdu et gravement déshydraté. Pour les sauver, les pompiers vont devoir s'engager dans une course contre la montre et déployer les grands moyens. Mais depuis quelque temps, les pompiers de la caserne font face à une nouvelle difficulté. La délinquance marseillaise qui s'est invitée dans les calanques. Voitures incendiées après un braquage, coups de feu contre des véhicules, conducteurs qui disparaissent mystérieusement en abandonnant sur place des victimes en urgence vitale. Pour les pompiers, les interventions deviennent de plus en plus périlleuses. Incendie et accidents, ça chauffe pour les pompiers de Provence. C'est tout de suite dans Appel d'urgence. Nous sommes sur la Côte Bleue, à quelques kilomètres de Marseille et de ses calanques. Depuis des mois, la canicule s'est installée. Malgré la chaleur écrasante, pas de repos pour les pompiers. Ils partent pour une mission urgente, à flanc de colline. Allez. Les moyens déployés sont importants. Hélicoptères et 2 équipes de pompiers. Une première composée du GRIMP, le groupe de reconnaissance en milieu périlleux, part d'un côté. Nous suivons la deuxième équipe qui débute les recherches de l'autre côté du sentier. Pour l'instant, j'ai un masculin d'une cinquantaine d'années qui aurait chuté. Le thermomètre s'affole. Plus de 40 degrés à l'ombre. Il recherche un homme seul, blessé quelque part dans ses calanques. Il a prévenu les pompiers par téléphone, mais il est incapable de préciser où il est. L'importance première, c'est de localiser la victime, d'apporter les premiers secours avec les équipiers qui sont présents et guider justement les secours spécialisés pour extraire la victime. Attention, ça glisse de partout là. Malgré leur entraînement, Fanny et Jeff ont du mal à progresser sur ce sentier très escarpé. C'est bon? Non, j'ai pas d'appui. Vas-y, tranquille. Ok. C'est bon? Merci beaucoup. Allez, on a encore un passage difficile. Les pompiers progressent lentement. C'est bon? Au moindre faux pas, c'est le drame. Un risque sous-estimé par les vacanciers. Il y a fréquemment des accidents, majoritairement des chutes. C'est un triste endroit où justement une personne a glissé et s'est tuée en contrebas. Aujourd'hui, les gens font de moins en moins attention. On ne vient pas sur un sentier comme celui-ci en tongue. Ok, pour nous, on fait demi-tour. Il y a l'hélico qui fait une heure repos à notre niveau. A priori, il n'y aurait personne. Mais le randonneur reste introuvable. L'hélicoptère n'a rien repéré. Pour l'instant, nous sommes toujours en transit pour retrouver la victime. Nous sommes sur la petite anse à top vertical dans 2 secondes. 1, 2, top vertical de toi. Finalement, après plus de 20 minutes de marche, la deuxième équipe tombe sur la victime. Ok, j'ai visuel.
L'homme a chuté en contrebas du sentier. Messieurs, bonjour. Les pompiers du Grimpe viennent tout juste d'arriver auprès de lui. L'évacuation s'annonce difficile. J'ai trop mal à la cheville, il faut descendre le prendre à la sangle ici. Ok. La victime ne peut plus bouger. Je marchais là, elle a cédé et la cheville elle a cassé net. Le randonneur l'a échappé belle. Sa chute a été stoppée par des buissons. Il aurait pu dégringoler toute la falaise. Il y a personne qui passait sur le chemin, donc il a attendu pas mal de temps. Il était seul et il stressait un petit peu. Des fois, on va aller chercher beaucoup plus bas. Là, il y a de la technique, il y a pas mal de matériel à mettre en œuvre et ça devient différent. Voilà, bougez pas. Pas le choix. Pour évacuer le randonneur, le Grimpe va devoir l'élitreuiller. Une opération délicate. L'appareil doit se rapprocher au plus près de la colline. Et au sol, le souffle est important. Nous avons des risques de chute suite au souffle du moteur et également des risques de chute de pierres ou d'autres objets qui s'envoleraient avec le souffle du rotor. Donc on se baisse, on se baisse. La manœuvre est risquée. Hissé à plus de 40 mètres du sol, l'homme est évacué en quelques secondes. Il sera conduit dans un hôpital de Marseille pour y soigner sa fracture. Des interventions à haut risque de ce genre, les pompiers des Bouches-du-Rhône les ont cumulées ces derniers mois. Aux portes de Marseille, sur la partie ouest, le bord de mer est appelé la Côte Bleue. Un petit coin de paradis sauvage, parsemé de calanques et de sentiers de randonnée. Le lieu de vacances idéal pour les amoureux de la nature et les sorties en mer. Entre Marseille et Martigues, au centre de cette Côte Bleue, à Ansuès-la-Redonne, est situé le centre de secours Côte Bleue Est, qui couvre aussi les communes de Carry-le-Rouet et du Rove. 100 sapeurs-pompiers y sont réquisitionnés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour secourir les habitants. Ces derniers mois, ils ont dû affronter des missions hors normes. En cause, leur proximité avec la banlieue de Marseille, confrontée à une forte délinquance. On va vous soigner, on m'a tiré dessus, monsieur, on m'a tiré dessus. Là, je suis dans un choc dans ma tête. Des pompiers qui se transforment parfois en véritables enquêteurs. Depuis quelques semaines, ils doivent faire face à une série d'accidents mystérieux. Il y a un truc que j'ai pas suivi là. Quelqu'un les a sortis du véhicule. La personne qui les a sortis du véhicule, les a sortis comment, on ne sait pas. Retrouver le responsable du carambolage, un véritable casse-tête. Et la nuit, les faits divers énigmatiques se poursuivent. Est-ce qu'ils sont partis en marchant, en courant, ou alors est-ce parce que là, on les cherche en fait? Cette fois, il faudra tenter de retrouver le conducteur. Et ce n'est pas tout. Les pompiers ont dû affronter des circonstances inédites. Avec 10 km de littoral, la Côte Bleue accueille chaque année les touristes en masse. Mais ces derniers mois, un phénomène exceptionnel a compliqué toutes les urgences. La canicule. Le thermomètre a dépassé les 42 degrés. Du jamais vu. Face aux touristes en perdition, les pompiers ont enchaîné les interventions. Ah mais ça on a merdé. Vous, il fait très chaud, vous n'êtes pas équipé, vous n'avez pas d'eau, vous avez de la chaise quelque part. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien de femmes et d'hommes de la caserne d'Ansuès-la-Redonne. Parmi eux, Rémi, un pompier de 29 ans, qui a toujours rêvé de porter l'uniforme bleu marine. Je pense que quand on est généreux et qu'on aime les gens, je pense que ce métier peut que nous convenir. À 62 ans, Joe est l'un des plus expérimentés de la caserne. Un modèle pour ses collègues qui a déjà sauvé des centaines de vies. Je suis bien ici, donc à partir de là, le jour où je serai mal, je m'arrêterai. Ou alors ils me foutront dehors parce que je suis trop vieux. Fred est pompier depuis 28 ans. Un professionnel aguerri qui, à cause de la canicule, a dû faire face à des interventions compliquées. 5 jeunes filles qui marchent depuis 2 heures en pleine chaleur sous la canicule. Là, on peut faire 5 jeunes filles inconscientes. Immersion avec ceux qui ont vécu des derniers mois pleins de rebondissements.
Ce matin, la caserne Côte-Bleue-Est se prépare à une nouvelle journée d'intervention. Parmi les pompiers de garde, Fanny, une jeune volontaire, et Sébastien, un pompier professionnel. C'est l'adjudant-chef Frédéric qui dirige l'équipe. Ok, ce matin, c'est le nettoyage des travées. Donc, on sort tous les véhicules, on démarre tout, et on laisse tout dehors. Pour l'instant, la routine. Mais cette semaine, ils vont devoir intervenir sur une série d'accidents mystérieux qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Quitte à troquer le casque de pompier contre une casquette d'enquêteur. La sirène vient de retentir. Sébastien pense partir pour une intervention classique. Accident de circulation sur l'autoroute. Un accident sur l'autoroute A55. Apparemment, ça vient de taper. Allez, go. Une première équipe de pompiers est déjà sur place. Ouais, ça a l'air d'être sérieux, ouais. Un AVP avec 2 véhicules cinétiques importantes, les airbags sont déclenchés, les personnes seraient bloquées dans le véhicule. Et il semblerait qu'on ait un avis de contresens sur l'autoroute également. C'est des interventions à caractère un peu particulière sur l'autoroute avec la circulation. Le risque de suraccident est quand même assez important. La sécurité des intervenants est à prendre en compte en priorité. Ça annonce le temps de la journée. Tu vois, elle est juste là. Vas-y, boarding to do, et on va voir où on va se placer. Arrivé sur les lieux, Sébastien ne découvre dans un premier temps qu'un seul véhicule à contresens. Il se demande ce qui a bien pu se passer. Jette-toi derrière lui. Impeccable. Ok, il y a une personne au sol apparemment, et Joe il est déjà dessus. Allez, on y va. Sébastien ne perd pas une minute. Madi, on prend tout. Il prend tout de suite des nouvelles d'une des victimes. Un homme âgé, le conducteur de la voiture accidentée. Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Vous avez perdu connaissance, monsieur? Monsieur, vous avez perdu connaissance? Non, non. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez mal au ventre? Vous avez envie de vomir, monsieur? Joe, ici. Sébastien se rend compte que l'homme n'a plus de sensation dans les jambes. Vous sentez quand je vous touche, là? Non, les jambes, non. D'ailleurs, vous ne sentez plus rien. Non, rien du tout, là? Vous aviez la ceinture? Oui, très bien la ceinture. D'accord. Et quand j'ai appuyé un peu sur les côtes, là, vous avez mal? Rien. Rien du tout? Rien. D'accord. Je pense que c'est au niveau des vertèbres, ça... D'accord, ok. Comment faire pour aider? Ça va, on s'occupe d'elle de l'autre côté. Rassurez-vous, ça va. Elle parle? Oui, bien sûr. Rassurez-vous. La femme vient d'être prise en charge par une autre équipe de pompiers. Pour le moment, les premiers examens sont rassurants. Elle est juste choquée. La victime qui inquiète les pompiers, c'est son mari. Je veux juste qu'on le soulève et qu'on le mette un petit peu plus loin là-bas, d'accord? On est prêt? Voilà, impeccable. On sort de là-bas dedans. Encore. On se met où c'est propre. Encore. Halte, posez. Très bien. L'homme est si mal en point que le SAMU doit vite prendre le relais. Ne bougez pas la tête. Je suis de médecin. Vous avez mal où, monsieur? Surtout, voilà, surtout la partie inférieure paralysée. D'accord, ok. Donc, est-ce que vous avez mal au niveau du ventre ou pas? Oui, j'ai mal au niveau du ventre. Sébastien est intrigué. Contrairement aux informations reçues pour le moment, il ne voit qu'une seule voiture accidentée. Il a juste dit que ce véhicule s'est arrêté d'un coup, ce véhicule s'est bloqué, il a perdu le contrôle de son véhicule et il a tapé la barrière de face. Voilà. Vitesse élevée, ouais, vitesse élevée. D'ailleurs, on peut le voir, la cinétique est relativement forte. On voit les dégâts sur le véhicule, on voit les dégâts sur la rambarde. Mais en regardant de plus près la voiture, Sébastien est pris d'un doute. Il y a un truc que j'ai pas suivi là, ils sont sortis du véhicule, mais quand on dit quelqu'un les a sortis du véhicule, la personne qui les a sortis du véhicule, les a sortis comment, on ne sait pas? Mais apparemment, moi j'avais 2 VL en plus. Oui, moi aussi j'avais la notion de 2 VL, un choc frontal et à contresens sur l'autoroute. Quelques mètres plus loin, les policiers ont arrêté une voiture. Et surprise, elle est en fait impliquée dans l'accident. Le topo, c'est qu'en fait, lui il n'a pas senti, mais il s'est percuté par le jeune qui avait devant, qui soi-disant n'était pas impliqué. Les pompiers commencent à comprendre le scénario du drame. Il a tapé l'arrière de la voiture, il a laissé sa plaque dessus en plus. Voilà. Ben, il serait parti, il était malchanceux, il a laissé sa plaque là. Ouais, c'était lui. Et j'ai dit, vous restez là, j'ai dit, vous partez pas monsieur. Et voilà.
Et en fait, il avait tapé. D'un point de vue médical, on voit qu'effectivement, choc avant, choc arrière, donc ça ne change rien pour la prise en charge médicale. Par contre, pour les forces de l'ordre, ça change tout, ça c'est sûr. Donc on se doit aussi de leur apporter le maximum d'informations sur les circonstances que le probable. Après, c'est eux qui mènent l'enquête, bien évidemment. Une enquête qui mettrait en cause le jeune homme qui a percuté le couple de personnes âgées. Il rentrait tout juste de soirée. Il est en alcoolémie, après on va faire les vérifications pour les stupéfiants. Mais dans l'ambulance, l'octogénaire est inquiet. Il pense être en tort. L'accident, c'est pas votre faute. D'accord? Donc, faut pas vous en vouloir. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez vraiment été percuté par un autre véhicule. C'est un véhicule qui vous a percuté par l'arrière. C'était un jeune? Oui. Alors c'est un jeune et en fait, au départ, on l'a questionné pour savoir s'il était impliqué dans l'accident. Il nous a dit que non, qu'il s'était juste arrêté là et tout. Et qu'il avait juste un peu tapé la barrière, rien du tout. Seulement, il a son pare-choc et sa plaque d'immatriculation qui est encastrée dans la vôtre. Mais un dernier élément préoccupe les pompiers. La victime aurait été extraite de la voiture par des témoins. L'énigme continue. Vous savez qui c'est qui vous a sorti de la voiture? C'est une personne qui vous a sorti de la voiture? Oui, mais monsieur. Et après, ils sont partis? Je sais pas. L'homme semble paralysé. C'est pour ça qu'on va dans une salle spéciale avec plein de spécialistes. Hein, pour qu'on vous fasse les examens rapidement pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des jambes. D'accord? Le malheureux automobiliste a fait les frais d'un mauvais concours de circonstances. Une journée maudite qu'il avait pressentie. Oui, je pensais partir un dimanche matin, c'est dangereux. Parce que les jeunes reviennent, ils sont un peu... Ah, les sorties de samedi soir, c'est ça? Ouais, il y a des gars qui rentrent. Les gars qui rentrent et tout ça? C'est probablement ce qui s'est passé. Mais vous l'aviez pressenti, ça? Ouais. Bonjour monsieur. Ils vont vous soigner, s'occuper de vous. Vous allez être aux petits soins. Merci infiniment. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Attention pour lever, levez. Posez. Sébastien est inquiet. Sa victime risque la paraplégie. Il semblerait qu'il n'y ait pas de saignement hémorragique au niveau de l'abdomen. Donc, par contre, il y a bien une perte de sensibilité des membres inférieurs. L'homme doit subir toute une batterie d'examens. Il faut tenter de comprendre pourquoi il semble paralysé. Pour les pompiers, cette mission pleine de rebondissements s'arrête aux portes de l'hôpital. Ils ont pu éclaircir les circonstances de cet accident mystérieux. Mais la série noire ne fait que commencer. Les pompiers, dans Suess-la-Redonne, sont de plus en plus confrontés à des interventions liées à la délinquance. La caserne est aux portes de Marseille et de certains quartiers réputés difficiles. Ce soir, c'est Roger qui est de garde. Il est 23 h, lui et ses collègues sont envoyés sur une route départementale. Une voiture en feu les attend. On part pour un feu de VL avec explosion, de possibilité de munitions ou d'armes à l'intérieur de la voiture en feu. Le risque pour nous, c'est de se prendre une balle, quoi. Voilà, on appellerait ça des dommages collatéraux. Une voiture susceptible de transporter des armes à feu. Dans la région, ce n'est malheureusement pas inédit. C'est la face cachée de la Côte Bleue. C'est un coin de paradis, mais comme dans tous les paradis, il y a un coin d'ombre. Des délinquants qui se servent de cette route pour se débarrasser de véhicules compromettants. Ici, au niveau du tunnel du Rescadou, on est limite Marseille. Et souvent, les voitures de truands, ils viennent les mettre là, ils les brûlent là, ils font des casses avec, et après on les retrouve là. C'est assez régulier, on va dire. Les pompiers n'ont pas une minute à perdre. Le feu de voiture pourrait s'étendre. Ils nous donnent tout de la végétation pour pas que ça descende d'abord. José, c'est quoi le risque en cette saison avec un feu de forêt près de la végétation? C'est que ça se propage à la végétation. Et comme c'est quand même assez escarpé, donc ça pourrait de suite devenir inaccessible et prendre des proportions
un petit peu importante, quoi. Pour un simple feu de voiture, c'est dommage. Roger reste très prudent. Il a peur que des munitions soient en train d'exploser dans la voiture. Vous touchez à rien, est-ce qu'il y a ni dedans, ni par terre, hein, ni le chiffon là-bas, hein. Ni la sandale, vous touchez à rien. Les gendarmes viennent d'arriver sur les lieux. Ce sont eux maintenant qui vont continuer l'enquête. Rechercher les armes dans le véhicule et surtout tenter de remonter jusqu'à leur propriétaire. C'est l'autre plaque derrière, tu vois pas mieux là. Ce soir, toute une équipe de pompiers a été mobilisée pendant plus d'1 heure pour un feu volontaire. Bon, si on ne voit pas, bonne fin de nuit. Merci, ciao. Des missions qui étonnent de moins en moins Roger. Ça fait quand même 2 jeudis que c'est des gardes avec. On se couche un peu tard. Mais bon, ça fait partie du métier. On l'a voulu, on l'a choisi. Hein. On est là aussi pour ça. Le lendemain, le souvenir de cette nuit agitée commence à peine à s'estomper que déjà, les pompiers doivent repartir sur une nouvelle intervention difficile. Cette fois-ci, un règlement de compte. Alors on part sur un accident de circulation avec une VL et 4 impliqués. Et un blessé très nerveux. Jean-Paul et Thibault s'attendent à tout. Une victime violente, cela peut arriver. Mais ils sont formés pour réagir face à de tels profils. On gère sur place, on voit ce qui se passe, on essaye de calmer la situation et au pire, on demande les forces de police. Et l'aide des forces de l'ordre, Jean-Paul ne le sait pas encore, mais il va en avoir besoin. Sur les lieux de l'accident, une drôle de scène. Plusieurs jeunes les attendent, dont le fameux blessé très agité. Monsieur, vous montez dans l'ambulance. Je donne Doliprane. Et du Doliprane, on n'en a pas. On peut me donner Doliprane. Vous saignez. Faut retirer dessus, je m'en bats les couilles de ce tram. La situation se tend. Le blessé affirme qu'il vient d'être agressé avec une arme à feu. Les agresseurs auraient pris la fuite. On va vous soigner. On m'a tiré dessus, monsieur, on m'a tiré dessus. Vous imaginez, on m'a tiré dessus, je m'en fous qu'on me soigne ou pas. Là, je m'en fous, là, je suis d'un choc dans ma tête. D'accord. Les pompiers tentent d'en savoir plus. Le véhicule des jeunes semble avoir fait une sortie de route suite à des tirs provenant d'une autre voiture. Au début, il nous a tiré au blanc une fois. On a fui, on s'est caché dans une ruelle. Et après, il nous a bloqués. Ils sortent le fusil, ils commencent à nous canarder. Voilà. Jean-Paul sent que l'intervention pourrait mal tourner. Heureusement, une équipe de policiers vient d'arriver. C'est l'histoire un peu abracadabrante là. La voiture bleue, soi-disant, se serait fait tirer dessus par des plombs. Ah, des plombs? Ouais, ils ont voulu essayer de tamponner la voiture, mais bon, ça n'a pas marché. Là, en fait, c'est les traces se sont retrouvées en sens inverse là-bas, quoi. Le jeune blessé n'a qu'une envie, se venger. J'ai pas envie de porter ici, parce que comment je me rappelle l'adresse? Non, mais on juste... Elle est là, l'adresse du cadio, moi je veux aller chez lui. Là, on te soigne. On bouge pas de là. Et on reste là. Désolé, je parle mal. Non, mais c'est normal. C'est normal. En tout cas, je te rassure, t'as rien. Je suis un homme. Je suis pas comme eux, moi. Une agression violente à l'arme à feu. Tout ça pour un motif futile. Un ballon qui aurait rebondi sur l'un des protagonistes. Il y a une fois, là, il y a eu un départ où ça, là, c'est de mettre alcoolisé. Je sais pas, mon collègue à moi, il a dû lui tirer dessus avec le ballon. Ils sont boucanés devant le ballon. Pour un ballon. Et après là, ici, ils ont rentré dedans, ils ont envoyé sur le côté. Ils ont tiré dessus. Voilà, ils ont tiré dessus. Les pompiers sont confrontés à une situation ubuesque. On arrive, on temporise, on essaie de calmer les mentalités qui peuvent un petit peu être chaudes, surtout avec la chaleur de l'été. Là, a priori, c'est une simple histoire qui a dégénéré à cause d'un ballon. Le jeune blessé a été soigné et les pompiers ne peuvent pas le forcer à aller à l'hôpital. En revanche, les enquêteurs vont, eux, prendre le relais. Le jeune homme va être amené au poste pour y être entendu. Et une enquête va être lancée pour tenter de retrouver les agresseurs qui lui ont tiré dessus. Une intervention
dont se souviendra Jean-Paul. Le plus dur pour nous, c'est quand même d'essayer de calmer la situation on a réussi quand même à le soigner, quoi. Pour nous, c'est mission accomplie. Après des missions comme celle-ci, les pompiers ont besoin de se distraire un peu. Et pour cela, rien de mieux que le sport. Bien le temps, les gars. Oui, reçu, sergent-chef. Un match de volley-ball. Dans les vestiaires, tous revêtent l'uniforme de circonstance, shorts et baskets. Parmi eux, Fanny, une jeune pompier volontaire de 20 ans. D'avoir l'esprit d'équipe, ça c'est bien, c'est important dans notre métier. Puis ça fait faire du sport aussi, c'est bien, ça nous entretient. Le temps d'un match, l'équipe de garde va pouvoir se vider la tête. Pour Fred, un moment qu'il apprécie tout particulièrement. Ça permet de nouer des liens avec les mecs, ça permet de créer une ambiance, une osmose. Et ça nous permet aussi d'oublier ce que l'on a pu vivre dans la journée lors du travail en intervention. Mais la récréation est de courte durée. Ils doivent partir sur un fait divers d'une actualité brûlante. Un accident à un passage à niveau. Fred prend la direction des opérations. À ses côtés, la toute jeune Fanny. L'ordre de mission ne les rassure pas. Un accident grave qui implique un train interrégional. Bon, c'est bizarre, c'est pas commun cet endroit-là. Hein, sur notre secteur d'intervention, des personnes renversées par un train, ça arrive jamais sur notre secteur. C'est souvent au niveau des gares. Là, cet endroit, c'est vrai que non, c'est pas courant. Codice 13 du VSAV 152 CBE. Fred est inquiet. Il sait qu'en cas de choc avec un train, les victimes sont dans un sale état. C'est sûr que dans des cas comme ça, on imagine le pire et on commence à se dire qu'il faudra qu'on mette en œuvre du matériel et probablement une réanimation cardio-respiratoire. Là, forcément, c'est anxiogène. Chaque seconde est importante, même si un train, ça fait des dégâts importants. Vous avez déjà vu des miracles dans votre carrière? Ouais, ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. C'est rare. Ça serait bien que ça soit pas grave. Vas-y, on dépasse, on se stationne. Fred ne sait pas ce qu'il attend. Voilà, reste là, laisse les warnings. Sur les lieux du drame, les pompiers en apprennent plus. Il s'agit en fait d'une personne qui a été percutée par un train. Bon, on a des infos, non? Non, j'en ai aucune. On le voit de là. Pour les pompiers, la scène est traumatisante. Sur les voies, des morceaux de chair. Ouais, il y a une partie là et l'autre elle est là-bas au milieu. Non, ça c'est le tronc. La deuxième jambe. La tête elle doit être là-bas. Elle est là-bas, non? On va aller voir là-bas. Un travail macabre commence. Récupérer le moindre indice qui permettra d'identifier la victime. J'ai fait prendre des draps pour couvrir un peu toutes les parties. Fred ne s'attendait pas à un tel dénouement. Lui qui espérait trouver un blessé se retrouve confronté à la hantise de tous les urgentistes, la mort. On rentre dans une bulle, hein. On est concentré, on se prépare à ce qu'on va voir, mais on n'est jamais prêt, tu vois. Et ce type d'intervention dans une carrière, on en fait peut-être 10, 20. Donc à chaque fois, c'est quand même marquant. Et ça peut être choquant même. On va voir là-bas. Malgré le choc, les pompiers doivent mener à bien leur mission. Ils tentent d'en savoir plus sur les circonstances du drame en interrogeant le conducteur du train. Vous avez vu le monsieur? C'est un acte volontaire, vous pensez? Il était en maillot de bain plus haut. Au début, je pensais qu'il allait vouloir traverser, comme ils font tous dans le coin. Ouais. Mais non, quand il s'est allongé, il n'est pas tombé. Il s'est mis. Ah, d'accord. D'après le cheminot, l'homme aurait tenté de se suicider sous ses yeux.
Vous, ça va? Comment vous vous sentez là? C'est le premier. Ah ouais? J'allais vous demander. Ouais. Bon. Sur cette ligne, ça arrive régulièrement? Ouais, ça arrive sur toutes les lignes. Ouais. Pour les pompiers, l'intervention s'arrête là. Ce sont maintenant les enquêteurs de la gendarmerie qui vont prendre le relais. Si Fred et Bruno sont des pompiers aguerris, Fanny n'a que 20 ans. Alors Fred lui rappelle que les pompiers sont un corps solidaire. Faire face aux épreuves se vit à plusieurs. Et c'est là où tu te rends compte qu'on n'est pas grand-chose. Hein, on est vite de l'autre côté. Peut-être que dans la journée, ça va aller parce qu'on va être actif, on va faire du sport, on va travailler tard, ce soir ou dans les jours à venir. N'hésite pas à revenir vers moi ou n'importe quel collègue, tu vois. Et tu sais qu'on a aussi une cellule psy, hein. Ça fait du bien d'en parler. Ouais, bah oui, carrément. Hein, on rentre à la caserne. Allez. En 2017, 297 personnes se sont suicidées en se jetant sous un train en France. Les pompiers d'Ansuès-la-Redonne ont été rattrapés par ces drames à répétition. Régulièrement confrontés à ces missions difficiles et périlleuses, les pompiers de la caserne doivent à tout prix décompresser. Et chacun sa méthode. Pour certains, la solution, c'est de conserver une forme irréprochable. Certes, on ne s'en sert pas tous les jours, mais on peut être amené à se servir très régulièrement de notre physique en intervention. Quelquefois, même la vie des victimes peuvent dépendre de notre condition physique. Rémi a 29 ans. Devenir pompier, c'était un rêve d'enfant. Première photo avec un casque, comme la plupart, environ 3-4 ans. Et puis après, c'est l'impression de se lever et de servir à quelque chose, quoi. De se rendre utile. Et puis je pense que quand on est généreux et qu'on aime les gens, je pense que ce métier peut que nous convenir, quoi. Mais il ne s'attendait pas, lui non plus, à devoir se transformer sur certains accidents mystérieux en véritable Sherlock Holmes. Nouveau départ, Rémi n'a que peu d'informations. Seule certitude, la vie de victime est en jeu. On part sur un accident de circulation, donc sur la route de Niolon, qui implique donc 3 personnes dont un enfant. Apparemment, les occupants sont sortis du véhicule. Rémi connaît bien la route sur laquelle a eu lieu le drame. Et c'est ce qui l'inquiète. Le secteur assez accidentogène, surtout dans les petites routes qui mènent au Calanque. Très sombre, très peu éclairé. Et beaucoup de virages très sinueux. En arrivant, les pompiers croisent un témoin de l'accident. Et premier problème, il semblerait que 2 des victimes aient mystérieusement disparu. L'accident est là-bas, mais par contre, il y a un père avec une fille, ils sont ensemble, ils sont partis là, ils sont complètement alcoolisés, je pense. D'accord. Il y en a 2 autres, dont un qui est plus... D'accord, je vais aller voir quand même la voiture là-bas, monsieur, je reviens vers vous, ok? On attend là, ouais. Merci. Allez, là, la vienne. Ok, c'est bon. Ah, mets-toi devant le panneau, là. Une équipe de gendarmes s'est tout de suite lancée à leur recherche. Pour les pompiers, il faut d'abord soigner les victimes sur place. Un homme particulièrement, il est gravement blessé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Il est conscient, hein. D'accord, tu me fais maintien de tête, Cyril? Voilà. Bien mis en position latérale pour pas que vous ayez... Monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous blesse. Monsieur, vous avez mal quelque part, monsieur? L'individu semble avoir été projeté hors du véhicule. À ses côtés, son ami, qui était passager. Monsieur, vous sentez ici, là, quand je touche, ici, là? Oui, je sens. Oui? Les pompiers ne sont pas au bout de leur peine. Les 2 hommes sont alcoolisés. Leurs propos incohérents. Qui est avec vous? Moi aussi, ça fait... Qui est avec vous, monsieur? Moi et une autre personne, je sais pas. Donc, vous étiez dans la voiture avec le monsieur? Oui, mais ne parle pas le monsieur. Monsieur! Monsieur! Il faut rester avec nous, hein? Attendez. Monsieur, bougez pas, monsieur. Le passager qui n'est pas blessé vient même gêner les pompiers pendant qu'ils tentent de soigner son ami. Monsieur, écartez-vous, s'il vous plaît. Non, monsieur, décalez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Prêt? Prêt. Levez. Attention, les gars, de pas glisser surtout, hein. Posez.
Les médecins du SAMU arrivent en renfort. Personne dans la voiture? Non, c'est bon, non. Rémi tente de leur expliquer l'énigme à laquelle il est confronté. À l'intérieur, donc ils étaient 4 apparemment, il y avait un monsieur et une fille aussi, mais ils sont partis. Avec sa petite, ils sont partis aussi. Ok. Le premier était dans le fossé à ce niveau-là. Ok. Tout à fait, il était à plat ventre. J'ai fait donc un lésionnel complet, j'ai coupé toutes les affaires. Il est alcoolisé lui? Ouais, apparemment. Hein. Lui c'est le deuxième. Ah, je disais un peu n'importe quoi aussi. Non, pas plein pot, beaucoup moins que l'autre, mais ça raconte un peu n'importe quoi. Hein. Ok, ça va. Les urgentistes prennent tout de suite en charge l'homme au sol. Son état est inquiétant. Il est quand même sérieusement touché. On n'est pas sûr qu'il n'ait pas été éjecté. Et bon, il a un traumatisme crânien, il est alcoolisé, il est un peu agité. Il y a possiblement un pneumothorax, donc c'est-à-dire effectivement il est sur une grosse contusion basi-thoracique gauche. Donc c'est un patient qui est sérieux, pour l'instant qui reste stable, mais qui nécessite d'être admis en réanimation pour identifier rapidement d'un scanner pour qu'on fasse le point avec les réanimateurs sur les lésions qu'il a internes. Malgré ses blessures, le blessé très alcoolisé refuse de se laisser ausculter. Arrêtez de nous toucher, s'il vous plaît, monsieur. Attends, j'ai moi, monsieur. Monsieur, arrêtez là. Arrêtez, sinon ça va mal finir. Arrêtez vraiment, monsieur. Les pompiers vont maintenant se lancer dans un véritable travail d'investigation. Où sont cachés les occupants qui ont fui? Un père et sa petite fille. Et vous savez pourquoi ils sont partis? Ben, les deux personnes, l'enfant et le monsieur qui était avec eux, ils sont partis, on les trouve pas là. Non? Est-ce qu'ils sont partis en marchant, en courant? Ou alors est-ce parce que là on les cherche en fait? Nous c'est important pour nous savoir. Une fuite inconsciente. Leur vie pourrait être en danger. Apparemment, les victimes, ils seraient un peu blessés, mais bon, on ne sait pas si c'est grave, si c'est pas grave. Si c'est pas grave, tant mieux. Et si c'est grave, il ne faudrait pas qu'ils restent dans la nature, il faudrait qu'on les trouve. Les gendarmes ont commencé à enquêter. Ils en sont sûrs, si l'homme a fui, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Qu'est-ce qui peut motiver une fuite comme ça? Plein de choses. Ça peut être une simple alcoolémie. La personne elle est alcoolisée, elle ne veut pas être contrôlée parce qu'elle a peur de perdre son permis. Là, il semblerait que ce soit des gens étrangers. Donc étrangers, ça veut dire quoi? Peut-être pas de carte de séjour, enfin on ne sait pas. Peut-être rentrer illégalement sur le territoire, etc. etc. Donc là, il peut y avoir plein d'hypothèses différentes. Au bout de quelques minutes, des gendarmes ont retrouvé le père et sa fille. Ils viennent d'être installés dans le camion des pompiers. Donc les deux victimes ont été retrouvées. Ah d'accord. Un masculin 33 ans, une petite fille 4 ans. Alors attends, tu m'as dit c'est féminin 4 ans. 4 ans, saignement au niveau de la bouche. La réaction de ce père de famille fait froid dans le dos des pompiers. Alors que sa petite fille a été blessée dans l'accident, il a préféré fuir. Bonjour, c'est le centre des pompiers, monsieur. Monsieur, c'est vous qui êtes au volant de la voiture? C'est votre fille? D'accord. Tu as mal quelque part? À la gauche un peu? Les pompiers en sont sûrs, si l'homme a quitté les lieux de l'accident, c'est qu'il était le conducteur. Sa petite fille le confirme. C'est qui roulait la voiture, tu te rappelles? C'est qui le... Comment tu dis? Ah, c'est ton papa. Attends, c'est quoi? Tiens-moi le poulet, je veux. C'est papa qui t'a sorti de la voiture? Attends, comment il a tourné déjà? Oui. Un père qui refuse l'aide des pompiers. Tu peux passer un collier, s'il te plaît? C'est ici, Clément, monsieur. Ouvrez les yeux, regardez. Ouvrez les yeux. Monsieur. Ouvrez les yeux, je ne touche pas. Ouvrez les yeux. Monsieur, ne me poussez pas, je suis docteur. Je suis là pour vous, d'accord? Laissez-moi regarder, s'il vous plaît. L'individu sera soumis à une prise de sang pour vérifier son taux d'alcool. S'il est prouvé qu'il conduisait bien la camionnette, il risque jusqu'à 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. Mais pour le moment, à part le témoignage d'une fillette de 4 ans, les gendarmes n'ont aucune preuve. C'est pas un accident qu'on voit tous les jours. On arrive sur un accident où le conducteur n'est pas là, donc voilà, pour relever une alcoolémie, c'est compliqué. Les victimes de l'accident sont toutes conduites à l'hôpital. Une fois soignées, l'enquête pourra démarrer afin de définir les responsabilités du conducteur. Dans le camion des pompiers, on ne décolère pas. Chacun est libre de ses actes, de ses choix. Après, c'est sûr que risquer de mettre
la vie en danger des personnes qui nous entourent et surtout, là, en l'occurrence, sa propre fille, c'est assez compliqué quand même. Après cette série noire d'accidents hors normes, Rémi et ses collègues vont pouvoir souffler un peu. Une autre équipe prendra le relais demain. À la caserne d'Ansuès-la-Redonne, les pompiers peuvent compter sur le soutien et les conseils des plus expérimentés. Bonjour tout le monde. Joe fait partie de ces pompiers chevronnés. Ça va, toi ? À 62 ans, il compte bien encore faire profiter de son savoir aux plus jeunes. Je suis bien ici, donc à partir de là, le jour où je serai mal, je m'arrêterai. Ou alors ils me foutront dehors parce que je suis trop vieux. Voilà. Mais la retraite, ce n'est pas encore pour tout de suite. Joe part pour une intervention qu'il connaît hélas trop bien. Un fléau qui fait des ravages dans les Bouches-du-Rhône, les accidents de 2 roues, aussi nombreux de jour que de nuit. Apparemment, on avait paix au bord du croisement en bas, là. On n'a pas de d'ordre de mission, mais on y va. On verra sur place. Joe vient de recevoir un coup de téléphone d'un collègue. Il a été témoin d'un accident à quelques mètres de la caserne. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Joe et Nicolas sont sur place. Il s'agit d'un motard qui a fait une sortie de route. À ses côtés, 2 pompiers en civil qui se trouvaient là par hasard. L'arrivée, il était conscient, Joe. Tu as perdu connaissance après. Je demande de VSR, VLM sur les lieux. Bon les gars, il respire, PLS. L'homme est gravement blessé. Il n'arrive pas vraiment à reprendre conscience. Les pompiers font tout pour qu'il ne tombe pas dans le coma. Tu m'entends là? Est-ce que tu peux me serrer les 2 mains? Voilà, super. C'est bon là. Bouge pas, ne bouge pas. Je vais passer mes mains sur ton corps. Dès que ça te fait mal, tu me serres cette main-là. Serre-moi la main là. Voilà, quand je te fais mal, tu me serres la main, d'accord? Hop, fémur. Ouais, il y a un fémur. Première constatation, le motard s'est fracturé le fémur. Un os pourtant solide. Sa chute a dû être très violente. Joe et Nicolas tentent d'en savoir plus. C'est pas contre une voiture, c'est tout seul? Non, comment il s'est seul, je pense qu'il a fait un tout droit, il est arrivé vers là, okay. On a juste vu la fumée en fait. Un groupe de jeunes témoins de la scène vient corroborer ces affirmations. On était avec des amis en train de passer le rond-point, on a entendu un boom, on a vu la moto et l'homme à terre. Et selon vous, il a été percuté ou il n'y avait personne? Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de voiture? Non. Petit pied, vous prêt? Prêt. Attention pour soulager, soulager. Envoyez, c'est bon. Pose. Allez, à vous maintenant. La même de côté. La même de l'autre. Les pompiers déplacent le blessé pour qu'il soit ausculté dans de meilleures conditions. C'est grave un fémur? Ouais. Pourquoi? Ouais. Ça peut être grave parce que dans un fémur, tu as beaucoup de sang qui circule. Et tu risques, s'il a une hémorragie, il risque de faire. S'il a une réelle perte de sang, il risque de faire une grosse hémorragie. Donc une tension à 9, un poids 90, il est somnolent. Plus le temps passe, plus les pompiers sont inquiets. Alors on se repositionne les gars. Mais il a une grosse déformation au niveau du fémur. Bon après il est somnolent. Donc il a dû avoir aussi un coup sur la tête. Levez. Il faut conduire ce blessé au plus vite à l'hôpital. Mon alignement. Posez. Toi aussi tu gardes les yeux ouverts. C'est bon, tiens bon. Allez, ouvre les yeux, garçon. C'est bon. Allez. Son état empire de minute en minute. Posez. Allez, on met au chaud. Ouvrez les yeux, je suis médecin, c'est important. On est à 70 de pouls, 99 de sang. Le pouls a baissé. Tiens, tube. Joe a sa mine des mauvais jours. Malgré l'intervention rapide des pompiers, la victime est très mal en point. Le médecin qui est en train de l'intuber et qui est en train de stabiliser la victime, elle est semi-consciente et on ne sait pas encore trop ce qu'elle a. Apparemment, c'est important. Pendant que les urgentistes préparent la victime pour son transport à l'hôpital, il y en a un qui est très choqué. C'est Nicolas. Avec la moto, il faut le faire quand même. Il est monté, il a tapé la barrière. Quand bien comment il est arrivé sur le trottoir, il s'est couché ici. Les accidents de 2 roues représentent environ 20% des morts sur la route. Un chiffre qui a fait réfléchir le pompier. J'ai arrêté parce que j'ai eu 10 accidents de moto et 3 de voiture. Et
La moto sur la côte, c'est l'enfer. Trop dangereux. Et bon, ça va 20 ans quoi, t'es jeune, t'as 20 ans et tout, bon tu te remets vite. Mais après t'as 43 ans, un pied cassé, machin, le travail, le risque tu vois, il est important. Et ce soir encore, ce nouveau drame vient confirmer les statistiques. Dès que c'est OK, on trace, on ne perd pas de temps. Donc c'est le pronostic vital qui est engagé là? Ouais. Ok. C'est un blessé très grave malheureusement, il a aussi un problème neurologique. En plus, qui n'avait pas été détecté de suite, il est dans le coma actuellement. Allez, c'est parti. On allume. Il faut partir au plus vite pour l'hôpital. Bonsoir. Une équipe d'urgentistes va prendre le relais pour tenter de le sauver. D'autres héros aux yeux de Joe. C'est un autre monde, hein. C'est eux qui font des miracles, c'est pas nous. C'est là qu'il se passe des miracles. Joe est modeste. C'est aussi grâce à la rapidité d'intervention de son équipe et aux premiers soins qu'ils lui ont prodigués que l'homme s'en sortira sans séquelles neurologiques. Mais les pompiers de la caserne d'Ansuès-la-Redonne n'en ont pas fini avec les interventions qui sortent de l'ordinaire. Ces derniers mois, les pompiers ont été confrontés à un phénomène météorologique de grande ampleur. Une canicule exceptionnelle qui a terrassé tout le pays. Avec une chaleur avoisinant les 42 degrés, les risques d'incendie sont élevés. Au niveau de la vigilance, il y a 5 zones en très sévère, le reste en sévère, on est en très sévère. Les soldats du feu se positionnent en veille, en pleine forêt, durant des jours et des nuits, prêts à éteindre la moindre flamme. Mais cette canicule fait bien d'autres victimes, notamment chez les touristes, pas du tout habitués à cette météo. Joe et Fred sont appelés au secours de randonneuses en perdition. Julie, on part pour deux jeunes filles qui ne se sentent pas bien, 2 scouts qui ont perdu leur groupe, vers la route Pompidou. On est en bord de mer, on a des calanques avec des accès difficiles, avec des interventions particulières. On peut être confronté à des gens qui chutent dans les rochers, qui font des sauts dans l'eau de plusieurs dizaines de mètres, qui se blessent. On a aussi des sentiers, des chemins, et les gens peuvent faire des malaises. Et c'est vrai que c'est toujours particulier, avec un accès délicat. Pour trouver les gens, c'est pas forcément toujours évident. Malgré un terrain accidenté, les pompiers doivent rapidement intervenir. Il fait près de 40 degrés, la vie des jeunes filles est en péril. On vient de rentrer sur ce que l'on appelle la route Pompidou, et on n'est pas très loin de vous, je pense. Comment ça va? Vous sentez bien? Vous êtes plusieurs là? Les pompiers sont en fait à la recherche d'un groupe de 6 filles. Mais encore faut-il les repérer. Nous, on est sur une route carrossable, goudronnée. Vous la voyez cette route là? Autour de vous, vous avez quoi? Un chemin de cailloux. Hein. On va mettre le 2 tons. Écoutez si vous nous entendez. Est-ce que le pimpon des pompiers, vous l'entendez? Oui, vous l'entendez? Finalement, guidée par le son de la sirène, l'une des randonneuses finit par rejoindre les pompiers sur le chemin. Bonjour, ça va? Je suis en équipe scout. Ouais. Et il y a deux filles de mon équipe qui ont fait une installation. Ouais. Et on avait appelé nos chefs, je ne sais pas si vous en appelez vous également. Oui. C'est par là. C'est loin? Tiens, monte derrière. Vas-y, montre-moi où c'est. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est au bout de la route? Oui, vous continuez tout droit et puis c'est avant la grande épingle vers la gauche. Allez, ok. Le camion des pompiers doit s'aventurer dans une zone très escarpée. Les jeunes filles sont en contrebas. Putain, tu sais quoi, il y en a 2 allongés, reste là-bas. Bonjour. Vous avez de l'eau? Oui, mais ouais. Elle est vraiment chaude. Fred prend tout de suite en charge la plus affaiblie. Ça va? Tu sens comment? Tu as froid?
En fait, elle a mal, elle a les poumons qui lui brûlent, elle a mal au ventre et elle sent plus ses jambes. D'accord. Et elle avait mal derrière la tête aussi. Serre-moi la main, là. Tu vois? Vas-y, foire l'autre main. Voilà. Vas-y, ouvre un peu tes yeux, là. Bon, ça va. Des claques des fois pour qu'elle oublie les yeux plus. Non. Mais quand elle s'endormait vraiment. D'accord, ouais, voilà, pour éviter qu'elle s'endorme. Ouais, mais bon, vous avez bien fait. Hein? Ses amis sont très inquiètes, la victime aussi. Fred la rassure. Tu as fait du mal à respirer? Oui, elle a de l'asthme. Tu es anxieuse? Oui, elle est anxieuse. Tu fais des crises de spasmophilie des fois? Ah ouais, d'accord. Bon, mais c'est ça, ce qu'il faut, c'est que tu te calmes. D'accord? On va aller dans l'ambulance, à la climatisation, et tu vas boire. Ok? Le pompier en est sûr. La jeune fille a paniqué à cause de la chaleur. En fait, elle a des spasmes comme ça, genre des moments ça va et après elle reprend, ça va plus. Ouais, parce que c'est en fait exactement une crise d'angoisse. Regarde, tu vois, regarde tes doigts. Tu vois, ils sont en fait tout durs. Respire calmement, d'accord? Je reviens. Joe s'occupe, lui, de l'autre scout qui a fait un malaise. Elle est consciente? Consciente, oui. On va prendre la température sur la jeune fille, voir si elle n'est pas en hyperthermie. Non, mais il n'y a pas d'hyperthermie. Son état est moins préoccupant. Elle a juste besoin d'un peu de repos et de se réhydrater. Ça, c'est ta copine, là. Tu la gardes avec toi. Ah ouais, garde la bouteille. Ça, tu la gardes avec toi. Je vais te casser les pieds tant que tu ne l'auras pas bu. C'est important de s'hydrater. Il fait très chaud. Ok? Ces jeunes scouts n'ont pas réalisé que leur marche, en pleine canicule, aurait pu avoir de graves conséquences. On est en trek et elle se sentait pas bien. Il y en a une qui est tombée par terre et l'autre qui s'est assise et après elle se sentait pas bien. Elle avait des spasmes mais elle n'arrivait plus à respirer. Vous pensez faire combien de kilomètres aujourd'hui? Normalement 20 aujourd'hui et demain le même trajet du coup 40 en tout en 2 jours. Et vous saviez qu'il allait faire très chaud aujourd'hui? Ouais, oui. Mais pas autant. C'était dur aussi, elle n'a pas l'habitude. Viens avec moi, tu vas te mettre demi-assise, allez viens. La jeune fille la plus mal en point doit être rapidement déplacée dans un endroit frais. Allez, on t'aide à te lever. Elle est en pleine crise d'angoisse. Assieds-toi là. Ce que tu vas faire, tu vas respirer dans le sac tout doucement, d'accord? Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, tu vides tous tes poumons à fond, doucement, d'accord? Calmement. Tes doigts, ils vont en fait se relâcher tout doucement. À 16 ans, ce groupe d'adolescentes s'est retrouvé isolé en pleine nature. Il semble normal que certaines aient paniqué. Ce sont des jeunes qui sont dans la forêt, qui ont marché, il y a un coup de chaleur, il y a aussi un côté psychologique où elles se retrouvent seules, confrontées à elles-mêmes. Et là, l'important, c'est de les rassurer psychologiquement. Il est 13 h et le groupe de scouts pensait arriver à destination vers 18 h. Un vœu pieux selon Joe. Vous ne seriez pas arrivé pour 18 h? Ouais, vous seriez arrivé pour 22, 23 h. Ah ouais. Est-ce que tu as vu le relief comme il est accidenté? Comme ça quoi. Mais en plus de ça, les conditions ne s'y prêtent pas. Oui, c'est sûr que... Regarde, c'est 40 degrés. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Moi, je vais appeler mes collègues, ils vont venir vous chercher. Et on va vous emmener à la caserne, à l'ombre, et on va vous donner à boire. Okay. D'accord? Vous pouvez laisser pas tout seul derrière vous? Ah non, pas seul ici, en plein soleil, sans personne, sans responsable. Notre rôle, c'est aussi de s'occuper des gens qui vont bien et au moins de les mettre dans un lieu où elles seront en sécurité. Fred s'étonne un peu que les jeunes filles aient pu se lancer dans une telle balade. 5 jeunes filles qui partent de l'autre côté de Marseille ce matin, qui traversent la ville de Marseille et qui marchent depuis 2 heures en pleine chaleur sous la canicule. Là, on peut faire 5 jeunes filles inconscientes. Là, ça peut être autre chose, beaucoup plus catastrophique. Ça se passe pas trop mal, ça les fait rire et tant mieux, puis finalement c'est mieux d'en rire à la fin. Décision est prise d'embarquer tout ce petit monde loin de la chaleur écrasante du sentier de randonnée. Fred et Joe ont encore une fois sauvé des vies. Ce pourquoi ils ont signé chez les pompiers. Généralement, les gens qui font ce métier le font par passion. Alors c'est vrai que des fois c'est pas facile, c'est difficile, mais on l'a au fond de nous. Et puis il y a des moments difficiles qui nous font un peu baisser les bras et d'autres où on se sent utile et le plus important c'est ça, ce côté humain. Le côté humain, c'est important, ça se perd trop. Pour lui, on est les derniers remparts. Quand ils ont des problèmes, qu'ils appellent que nous, parce qu'on est à 24 sur 24.
Chaque année, les pompiers de la Côte Bleue partent sur plus de 2000 interventions. Et ces derniers mois, le moins que l'on puisse dire, c'est que leur quotidien a été plutôt étonnant.